La France de Campagnol. À l'époque des surmulots de la France d'en haut qui saccagent la capitale, Paris, que reste-t-il du monde véritablement enchanté, lui, des petits mulots des champs de la France rurale, France d'en bas, dit-on parfois, de ces gens simples, qui n'en sont pas moins compliqués que les autres, soit dit en passant. Pour en parler, Christian Combaz, le romancier fondateur de TV Campagnol, dont on évoquera la vie, la carrière littéraire, les chroniques, le travail de journaliste, ainsi que son amour des animaux. Campagnol croit en la débandade de l'Occident. L'effondrement, selon lui, viendra d'une implosion des États-Unis dont il mesure toute la nocivité. La société française en subira les conséquences. Nous serons peut-être en guerre civile, en tout cas larvés. La remise en ordre viendra alors peut-être d'une assistance russe. Poutine connaît très bien les liens historiques entre la France et la Russie. Combaz croit enfin dans la fédération des esprits qui peut aboutir à une révolution pacifique, comme par exemple la révolution des œillets au Portugal. Il met pour cela en exergue la symbolique de la coccinelle, je ne sais pas s'il est venu avec aujourd'hui, qui détruit les nuisibles. Tout le monde aura compris. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne principale dans le monde réel. Cette fois, le monde de Campagnol, et on va commencer juste après cela. Voilà, le magazine de Géopolitique Profonde, le 16e. Christian Combaz n'écrit pas encore dedans, mais ça va peut-être venir. La décentralisation, tiens, celui qui anime Géopolitique Profonde, Franck Pengam, BRICS, l'alternative à l'empire financier. Une bonne question. Eh bien écoutez, tout ça, vous l'avez dans ce magazine, il suffit de vous abonner, ça vous permettra d'approfondir finalement les principaux invités que nous avons dans nos différentes émissions, que ce soit Mike Borowski ou moi-même, dans les matinales, le midi sur GPTV Actu, le soir sur les plateaux, ou toujours sur GPTV Actu. J'ai le plaisir et la joie, et peut-être aussi un peu de l'immense honneur d'avoir Christian Combaz. On évoquait avant cette émission tout son passé de journaliste et c'était tout à fait passionnant. Je les écoutais avec Laurent Arthur Duplessis. Alors, Christian Combaz, déjà bienvenue dans cette émission du Monde Réel. 2 fois dans la semaine. Hein. Je présente mes excuses à ceux dont ça excéderait la patience. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup à qui ça excède la patience. Je ne pense pas. Mais après tout, on aura les retours, je vous le dirai. Mais je ne pense pas. Et quand je vois déjà le nombre de personnes qui sont présentes tout de suite, je pense que ça n'excède la patience de personne. Christian Combaz, quelle nouvelle de la France de Campagnol ? Écoutez, elles sont bonnes. Elle est à la fois morose, comme un peu d'habitude, toute la province française un peu rurale, surtout en période de froid qui recommence. Oui. Mais surtout, le degré de présence aux événements du monde n'a jamais été aussi grand. À cause des chaînes du câble et de ces 3 chaînes qui déversent des informations en permanence. Et vous ne faites pas partie des chaînes qui sont vues par le rural moyen, évidemment. Et bien, à cause de ça, il y a eu un degré de souci lancinant chez la vieille dame du coin que j'ai rarement vu dans le passé. Un petit peu pendant la guerre du Golfe. Ça avait inquiété un peu les gens. Mais là, depuis le Covid, on sent bien qu'il se passe des choses qui sont susceptibles d'affecter la vie des locaux que nous sommes. Et évidemment, les gens commencent à se demander quoi faire en cas de pépin. Or, les gens, mais pas les élus. Et là, c'est l'un de mes chevaux de bataille avec le maire actuel de mon petit village. C'est plusieurs fois, par le biais de la chronique, j'ai dit, mais que faites-vous s'il y a un problème ? Que faites-vous si les retraites ont 3 mois de retard pour être versées ? Est-ce que vous avez prévu de venir en aide à la vieille Lucienne qui habite au sommet du village ? Que faites-vous si l'électricité est interrompue pendant 4 jours ? Eh bien, aucun élu branleur, parce qu'ils le sont pour moitié, ne s'est jamais posé la question. Voilà. Ben, il serait temps, à mon avis, il serait temps. Un livre à paraître bientôt, justement, Rebarbe. Rebarbe à Campagnol. Qui est un... Aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Voilà, à qui je rends hommage une fois de plus parce qu'il a eu le courage de le publier, puisque j'ai été abandonné pendant l'année là par plusieurs de mes éditeurs.
Flammarion, Fayard, la fameuse celle qui vient d'arriver, dont j'ai oublié le nom, qui est la créature de Bolloré. Je lui ai écrit publiquement en lui disant « Écoutez, madame, je suis déjà un auteur Fayard pour 3 ou 4 livres que vous avez gardés. Vous racontez à tout le monde que vous achetez Zemmour, que vous achetez Villiers, etc. Vous les récupérez en quelque sorte parce qu'ils étaient trop de droite pour Albin Michel. Et je lui ai dit publiquement, madame, je suis déjà dans vos murs. Donc moi, qu'est-ce que vous faites de moi ? Elle ne m'a même pas répondu. Donc je vais évidemment arracher mes droits à Fayard dans peu de temps et les reverser, les redonner à je ne sais quel éditeur de bonne volonté comme Jean-Cyril Godefroy. Mais ni Fayard, ni Flammarion, ni Albin Michel ne gagneront cette bataille-là. Nous sommes une poignée d'esprits qui travaillons désormais hors système et qui en auront la peau. Est-ce que la France de Campagnol est pas en guerre, mais est en opposition radicale avec la France de Macron ? Si tant est qu'elle existe, cette France de Macron. D'abord, la France de Campagnol, elle est respectueuse de l'autorité par humilité. D'accord. Attention, je vous ferai une distinction tout à l'heure. Il y a les respectueux de l'autorité par humilité, ce que sont en général les ruraux, les paysans qui se font assez souvent rouler dans la farine par des gens qui les impressionnent malgré eux. Et il y a les partisans de l'autorité par orgueil. Et l'avantage de Macron, si on peut dire, l'avantage diabolique de Macron, c'est qu'il a réussi à réunir ces deux allégeances. Il a séduit les gens qui avaient de l'orgueil et qui voyaient en lui une sorte d'écho de leur propre orgueil. Et il a séduit les gens humbles qui disaient il doit s'y connaître, puisque tout le monde le dit. Et le Rebarbe à Campagnol, justement, le héros. Rebarbe à Campagnol n'est pas un jeu de mots sur la redondance des barbes entre moi et mon chien, contrairement à ce que ça peut laisser entendre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit le rebarbe, c'est un mot qu'on emploie dans ce pays que j'habite pour désigner le fromage qui a été fait avec des restes de fromage. Donc évidemment, il est très très goûteux. On peut dire, c'est donc un fromage de reste avec des croûtes, etc., qui est quand même assez rude, qui doit s'accompagner d'un gros qui tâche. Donc j'espère que le livre sera aussi goûteux que ça. Nous parlions à l'instant de Macron, je ne dévoile rien, parce qu'en fait je fais quand même un peu en promotion pour venir en aide à cet éditeur qui a eu le courage. Je paye un peu mon écho. C'est bien. Il a eu le courage de faire ça parce que c'est un courage d'ailleurs pour une lâcheté initiale. Car il m'a refusé un livre il y a 10 ans, parce qu'il traitait trop de Macron, justement. C'était un livre qui s'appelait Portrait de Marianne avec un poignard dans le dos, qui s'achevait par 2 ou 3 paragraphes avant l'élection de Macron, très sévère à l'égard du monde qu'il représentait, et dont je disais, il ne faut pas tomber là-dedans, vous en avez pour longtemps. Ça s'est bien vérifié. Oui, et là, il m'a téléphoné récemment pour me dire je me sens coupable de vous avoir repoussé. Il m'a pas dit pourquoi, mais j'ai bien senti qu'il y avait des pressions derrière. Et donc, apparemment, les pressions sont moindres, ou bien il a réussi à les contourner, puisqu'il publie ce livre Les yeux fermés, bien qu'il soit question de la même chose, mais sur le mode romanesque. C'est là que j'insiste, et que ça peut amuser nos auditeurs, qui deviendraient par là même d'éventuels lecteurs. C'est que je me suis dit comment aborder le sujet Macron, Brigitte, etc., sans faire de la polémique idiote au même niveau que Hanouna. Eh bien, j'ai trouvé que le mode romanesque était bon, parce qu'en gros, si vous faites un Pagnol avec un personnage qui admire exagérément Macron, et qui le dit à tout le monde dans les cafés, et qui se rend ridicule comme un idiot de village parce qu'il admire Macron, vous faites à la fois un tableau villageois et un tableau en creux de l'imbécile qui nous gouverne. On pourrait peut-être, je disais dans le préenregistrement, parler de votre vie. Qu'est-ce qui vous attache autant, Christian Combaz, à ce monde rural, dont on sent pour qui vous avez une affection, un attachement charnel, hein ? Bon, déjà, le fait que mon grand-père n'était pas notaire, ni professeur au Collège de France, mes 2 grands-pères.
père et grand-père plutôt ruraux savoyards d'un côté et corse de l'autre, mais avec un côté rural aussi. Contamine Montjoie et un petit village proche d'Île-Rousse pour ma mère. Donc les vacances n'ont jamais été des vacances balnéaires au sens Club Med. Ça a toujours été les chemins creux poussiéreux, les chiens, on rentrait pour le goûter. Enfin, vous voyez, toute cette France du Club des 5, c'était celle de mon enfance. Et donc, j'ai évidemment, comme c'était ce que je connaissais de meilleur, dès que j'ai pu quitter, parce que mes livres ont marché honnêtement assez vite et assez bien, vers 25-27 ans, j'ai pu quitter ce monde parisien où j'avais travaillé très dur au Figaro Magazine, etc. Déjà des études aussi. J'ai fait quelques études et où j'ai ensuite donc pu m'expatrier à la campagne, me rapatrier à la campagne. À l'âge de 29-30 ans, j'ai acheté une maison à la campagne et voilà, dans le même coin. Et vous y êtes resté? Et j'y suis resté, voilà. Avec une parenthèse, pour être honnête, à un moment, ma maison était inconfortable et froide. Mon père est mort. Je me suis dit, est-ce que tu imagines rester dans ce pays où avec une maison froide longtemps? Et je me suis dit, tiens, tu vas redevenir savoyard. Et ça n'a pas marché. J'ai passé 10 ans à m'ennuyer un peu et voilà. Et j'ai trouvé que les Savoyards aimaient trop l'argent et par rapport à ces gens parmi lesquels je vis, qui ne sont pas obsédés, qui ne sont pas cupides. Ils ont d'autres défauts, mais celui-là, ils ne l'ont pas. Voilà. Et pourtant, vous êtes un voyageur, vous connaissez bien, par exemple, les États-Unis. Alors, justement, mais ça, c'est un peu ma génération, avec un niveau d'anglais très convenable, qui s'est amélioré, puisque là, la fonction crée l'organe. J'ai fait plusieurs reportages très jeunes aux États-Unis pour le compte du Figaro Magazine. Si vous avez un peu le don des langues, ça devient osmotique. Après, comme j'étais bien payé par mon éditeur pour faire mes livres, je me suis dit, pourquoi les faire à te crever pour trouver du bois pour ton chauffage pendant tout l'hiver? On te propose une villa en Californie. Et effectivement, j'habitais, pendant 2 années de suite, j'ai habité une villa en Californie avec des housses. Il y a des gens qui passaient leur hiver à Philadelphie pour travailler et qui me disaient, ça nous arrange, tu vas travailler là-bas, tu vérifies que le jardinier ne fait pas des bêtises. Et donc moi, j'ai passé 3 mois à écrire comme un fou, comme un moine, au bord d'une piscine vide, avec des meubles couverts de housse. La seule chose, donc c'était assez amusant comme façon de découvrir l'Amérique. Et donc voilà. Ils en y tiraient des enseignements. Oui, parce que c'est un monde que j'ai assez bien connu par le menu, par les gens humbles, en même temps que tous ces pontes qui me prêtaient des maisons et qui, eux, n'étaient pas des gens humbles. Donc c'est un peu toujours, malheureusement, c'est un peu mon destin. Je connais des gens bien placés et des gens mal placés en même temps. Voilà. Alors les États-Unis, est-ce que c'est le poison, justement Je pense que oui. Je pense très honnêtement qu'ils nous ont mangé peu à peu. Alors ils nous ont mangé sur le plan géostratégique, ça j'y reviens pas, tout le monde peut. Mais ils nous ont mangé sur le plan rédactionnel, culturel. Par exemple, j'ai publié, je le mettrai sur mon site ou sur Twitter, j'ai publié en 92 un édito dans le Figaro, en colonne 2, disant, sur le titre US et coutumes, où je montrais que Halloween, c'était décidé par le département d'État. C'était cette année-là, 92, qu'ils ont décidé d'en inonder les magasins, d'en inonder les rédactions et de faire en sorte que nous adhérions à cette fête américaine. Alors, c'est pas uniquement pour des raisons commerciales, c'est pas uniquement pour vendre des citrouilles en plastique, c'est aussi, à mon sens, pour nous coller davantage au train américain, pour assurer le wagon. Nous sommes restés longtemps à l'égard de l'Amérique une nation un peu rebelle. Oui. On a accentué, et alors ça, je crois vraiment qu'il y a une volonté délibérée du département d'État à travers des agents d'influence comme Lynn Renault, comme Johnny. Il y a une volonté délibérée de nous accrocher à ce monde-là par le magazine, par le sujet magazine, par le reportage sur les belles villas en Californie. Je me souviens d'un reportage de Lynn Renault dans l'Utah où il est allé voir les Osmond Brothers chez eux toute une matinée sur Europe 1 ou sur France Inter, je ne sais plus, où elle devenait un reporter du système médiatique français, chez un groupe assez populaire à l'époque. Donc elle nous vendait l'Amérique en quelque sorte. Elle n'a jamais fait que ça. Et c'est là que ça devient extrêmement suspect. Je trouve que, voilà. Oui, suspect, oui. On lui a beaucoup facilité les choses en Amérique, mais elle a aussi bien remboursé en influence sur le continent
européens. Alors, tout ça s'agrège au bout d'un moment. Maintenant, j'ai 70 ans, ça fait 40 ans que ces choses, comme dans un puzzle automatique, se rassemblent. Je commence à comprendre la logique de tout ça. Elle est grande, elle est implacable, elle n'est pas, à mon avis, irrémédiable. Elle n'est pas irrémédiable. Non, je pense qu'on va pouvoir s'en tirer. On va pouvoir s'en tirer parce qu'ils sont, on le voit bien, on commence à le voir, ils sont tous sauf exemplaires. Quand on veut faire adhérer à soi, à son système de valeurs, des États entiers, des continents entiers, il faut être irréprochable. Ils l'ont été longtemps avec des films un peu héroïques dans le genre Kirk Douglas, vous voyez, cette période un peu c'est même allé jusqu'à Top Gun, mettons. Depuis, c'est fini. Depuis Eyes Wide Shut, on comprend qu'il y a une autre Amérique. Oui, ça c'est sûr. Et donc, là, on commence à le comprendre énormément, puisque ça ouvre les yeux. Voilà, ce qu'il y a de pire dans l'argent, que l'Amérique personnifie forcément parce qu'elle a le plus d'argent. Ce qu'il y a de pire dans l'argent, nous le voyons avec P. Diddy, etc., tous ces gens qui se connaissent tous. On nous dit Trump a été en photo avec... Mais ils sont tous en photo les uns avec les autres. Alors, il y a ceux qui ont pratiqué et les autres non, mais c'est ce que j'expliquais dans une chronique récente. Quand vous avez trop d'argent, il y a un moment où vous dites « Qu'est-ce que je peux inventer d'autre avec tout ce que j'ai ?» Vous avez tout acheté, vous avez des villas, des machins, elles sont magnifiquement meublées, il n'y a plus rien à ajouter. Mais vous dites, voilà, je vais tailler dans l'humain. Donc vous taillez vous-même déjà, vous faites refaire le visage, puis après vous faites... donc il y a tout cet aspect cure de jeunesse, qui est vraiment l'un des grands postes de dépenses à Hollywood, et qui à mon avis est lié à l'affaire Epstein. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que derrière l'affaire Epstein, mais on ne voit pas non plus les ramifications. Je vous rappelle une chose, les gens peuvent vérifier. D'abord, il y a eu un interview d'une fille qui a passé 1 an et demi dans le système Epstein, dans ses différentes adresses en Arizona, sur la fameuse île, etc., et qui dit « Écoutez, moi, j'ai pas vu beaucoup de prostitution, j'ai tout vu beaucoup de scientifiques. » Donc cette fille, dont j'ai oublié le nom, dit ça. Donc je me gratte un peu. Elle dit aussi dans la même interview, et j'ai vu un cinéaste canadien nommé Michael Bay, qui est venu 3 fois sur l'île Epstein pendant que j'y étais. Alors je regarde, Michael Bay a écrit un film qu'il a tourné qui s'appelle The Island, et qui raconte quoi ? Qui raconte une île où on élève des fœtus pour qu'ils deviennent les clones de personnages célèbres qui veulent pouvoir remplacer leur foie ou leur rate malade. Vous voyez, donc, donc ce film, même s'il s'agit d'une projection, à mon avis, il s'agit d'une projection fantasmatique du scénariste. Oui, clonage, trafic d'organes. Mais je pense que c'est inspiré de tendances qu'il a vues à l'œuvre dans la fameuse île. Et sur quoi je me base pour en avoir l'intuition à ce point-là ? Je me base sur le fait que Stephen Hawking n'allait évidemment pas là-bas pour des raisons sexuelles. Pour quelles autres raisons, si ce n'est pas la rénovation éventuelle de ces cellules malades ? Toutes les femmes chères, Lady Gaga, etc., qui se sont pressées là-bas, vous n'allez pas me dire qu'elles n'étaient pas capables de se payer la prostitution qu'elles voulaient à New York ou à Los Angeles. Donc pourquoi elles vont dans une île paumée avec des moustiques et avec 3 palmiers, si ce n'est pas pour recevoir un traitement qu'elles ne trouvent pas à Los Angeles ? Quel traitement ? C'est là qu'à mon avis l'enquête future va dériver. Il y a probablement aussi des histoires de petits garçons et de petites filles abusées. Et de sacrifices ? Sacrifice, allez savoir. Mais comme ça s'est déjà vu ailleurs, rien n'est impossible. C'est bon. En tout cas, tout ça pour en revenir à votre à ce que nous disions sur la perte d'influence américaine, elle me paraît en route pour toutes ces raisons. Le tiers-monde est à l'écoute. Il y a 20 ans, le tiers-monde n'était pas à l'écoute. Il n'y avait pas de chaîne du câble en Mauritanie. Maintenant, c'est fini. Avec Internet, ils sont à l'écoute tous. Donc, tout ce que nous avons de pire, ils le connaissent maintenant. Partout dans ces pays vertueux à cause de la pauvreté, en fait. Quelqu'un de la classe moyenne en Égypte, par exemple, ne peut pas supporter ce qu'il voit de la Californie. Donc, l'influence globale de l'Amérique va périr. Les BRICS ne naissent pas pour des seules raisons économiques, elles naissent aussi pour des raisons morales. Ces pays ne veulent plus appartenir à notre bloc pour des raisons morales aussi. Donc c'est pour ça qu'on peut être, à mon avis, assez optimiste pour l'avenir. Il y a une espèce de détachement de l'Amérique qui se manifeste. Et alors là, c'est l'un de mes personnages du livre et de la chronique qui met le point d'orgue. Je pense que l'Amérique va devoir lâcher prise définitivement à l'occasion d'un tremblement de terre ou de quelque chose de monstrueux. Elle le mérite.
Donc la Providence va s'en charger. Ou un orage électromagnétique, oui, ou quelque chose de ce genre. Mais solaire, ce système profondément malade ne peut désormais tolérer que les remèdes de fond en comble. Et ça, ce serait providentiel. Je pense que ce serait providentiel, car de quoi souffrons-nous ? D'où qu'on regarde, d'une dictature américaine. Prenez le nombre de guerres déclenchées par les présidents américains depuis 60 ans, c'est monstrueux. 92%, 15% des guerres ont été déclenchées par l'Amérique. Toujours pour la même raison. Faire adhérer de force les nations à son système dollar, etc. Vous avez bien vu ce qui s'est passé en Géorgie, tout autour de la mer Noire. C'est pas uniquement pour emmerder les Russes, c'est aussi parce que il s'agit d'étendre sans arrêt leur glacis de clientèle. Le dollar, ils le blanchissent en plus en permanence. Dans mon livre futur, là, j'emploie le thème du lac. Ils rajoutent du dollar, c'est-à-dire de l'eau, à un lac qui est tellement énorme, c'est un océan, qu'on ne voit pas l'eau monter. Mais maintenant qu'il y a les BRICS, maintenant qu'il y a des barrages, maintenant qu'ils déversent la même eau dans le même lac, mais le lac s'est réduit, et ben l'eau monte beaucoup plus vite. Et on voit bien l'inflation. Et donc ils ne vont pas pouvoir tenir pendant très longtemps. Mais alors, être optimiste jusqu'à un certain point, on parlait d'Epstein. Alors moi je dis Epstein, ce qui m'a été beaucoup reproché, parce que tous les Américains dans les interviews disent Epstein, je suis désolé. Donc moi je me conforme à ce que j'entends. Hein. Non, mais il y aurait aussi une interprétation du pourquoi on ne dit pas Epstein. Ouais. Hein. Bon, d'accord. Ah oui, peut-être. Aussi. Moi, je me suis fait la remarque à un moment donné. Mais alors, Epstein et ses réseaux. Oui. Il y a appartement avenue Foch. Oui. Ses recruteurs, tous français. Il y a quand même un lien étroit entre la France et les États-Unis. Et pas pour le meilleur. Hein. Ce lien existe déjà dans les esprits, c'est la mode. Oui, là encore, il faut connaître l'histoire de tout ça. Heureusement, j'oublie pas grand-chose. La mode, le mannequinat. Alors, le mannequinat, un réseau de lingerie féminine qui s'appelle Victoria's Secret, qui avait son phare, c'était la lingerie pour les adolescentes et les préadolescentes, avec beaucoup de défilés avec des gamines de 10-12 ans. Vous avez ce film Little Miss Sunshine, qui montrait à quel point les concours de fillettes déguisées en starlettes avaient beaucoup de succès aux États-Unis à une certaine époque. À une époque où on ne parlait pas de pédophilie et de scandale. À l'époque, c'était perçu comme une chose légitime. Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est que ces gamines qui ont 10 ans, même pas 10 ans, et qui sont avec des petites robes très jolies, finissent à 12-13 ans, au moment où elles sont pubères, quand elles sont mignonnes, dans des espèces d'agences d'élite pour jeunes filles, où on leur fait vendre de la lingerie genre Lolita. Là, je vous signale encore que tous les tubes de l'époque, Lolita, écrits par Mylène Farmer, enfin écrits par... Alors, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire, il y a une espèce de conjonction à cette époque-là, dans les années 85-95, vers la Lolita limite, Gainsbourg. Précédé par le milieu germano-pratin. Oui, évidemment. Donc, bref, tout ça est très cohérent et malheureusement, ça débouche sur le crime proprement dit au bout d'un certain temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Epstein, le gros argent, est venu se mélanger à tout ça, l'Ukraine a eu un rôle considérable. La plaque tournante d'Ukraine, c'est pas pour rien. Le type qui s'est fait gauler pour avoir commandé des jeunes prostituées roumaines et ukrainiennes par téléphone, et on a les conversations téléphoniques, disait à son homme de main, mais demain, si je veux, j'ai une ukrainienne de 12 ans dans mon lit. Hein. Il disait ça au téléphone à un de ses complices. C'était le président d'un consortium d'assurance, j'ai oublié son nom. Bref, c'était un ponte français qui se procurait des gamines de 12 ans en Ukraine. Et évidemment, il n'est pas le seul, ni en Ukraine, ni en France, ni en Europe, il est le seul. Donc il y a, je pense, un système vraiment organisé. Si on peut le faire par téléphone, c'est organisé. Et vous ajoutez à ça le développement considérable de l'aviation d'affaires. Il y a des jets qui vont sur un autre continent et qui atterrissent sur l'aérodrome de Châteauroux. C'est une de vos passions, ça, l'aviation. J'adore ça, mais malheureusement, comme j'ai dû choisir entre être indépendant et pauvre et l'aviation, j'ai choisi de rester indépendant et pauvre. Mais par exemple, j'ai eu pour éditeur l'affreux Bernard Fixot, qui circulait en hélicoptère pendant qu'il me refusait 2000 euros d'avaloir. Voilà. Et au moment où je perdais ma licence, il me disait, mais t'es un excellent auteur, etc. Et lui claquait des bifetons en aviation, alors que moi, je ne pouvais plus voler. Voilà. Et maintenant, où est-il ? On en revient à notre... Où est-il ? Quelle est son adresse personnelle ? Central Park.
Où est sa maison d'édition? Au dernier étage de la tour Montparnasse, d'où il domine Paris, alors qu'ils sont 4 employés. Donc, je veux dire, c'est ahurissant. Vous avez une logique, là encore. Le type, il était magasinier chez Hachette, il grimpe, il mange de l'Amérique, il comprend le système américain, il distribue les livres en France comme aux États-Unis, il finit par y faire fortune, il a son appartement à Central Park, c'est un bon agent du système. Comme Lynn Renaud. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.